Bonjour tout le monde, merci d'être venu assister à cette session. Je me présente, je m'appelle David Mouton, je suis le directeur technique de Happy Technology. Alors c'est une web agency basée à Bordeaux. On est une vingtaine de personnes, dont 15 développeurs, donc c'est essentiellement une boîte de dev. Et on bouffe de la techno tous les jours, on adore ça, on n'est pas raciste, on fait du Java, du C#, du PHP, du JavaScript, du TypeScript, du Axe, enfin du dev natif, du dev hybride. On aime vraiment associer la bonne technologie au bon projet. On n'est pas du tout une SS2I ultra spécialisée qui essaye de vendre une techno à toutes les sauces. Je suis également enseignant à l'IUT à MMI en programmation. Et si vous voulez me suivre sur Twitter, vous pouvez regarder, c'est sur Damoebius. Alors, le fil rouge de cette session, c'est une application qu'on a développée, qui a commencé il y a 3 ans, qui s'appelle ID. ID, pour vous situer un petit peu, c'est une espèce de Photoshop online. Bon, tout de suite, c'est des grands mots, c'est prestigieux tout ça, mais c'est un petit peu le même principe. En moins riche. Cet outil de graphisme est dédié à la personnalisation de produits sur Internet, via téléphone portable ou via votre navigateur web. Et donc, on a un client JS HTML5 et des clients natifs Android et iOS. Le tout repose sur une API publique en SaaS. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en live. Donc ça, c'est le site de démo. J'ai chargé un produit, une coque de smartphone, et donc je peux aller importer des images depuis mon ordinateur dessus. Tac, hop, elle apparaît, c'est super. Là, je peux la déplacer, je peux lui affecter des transformations directement depuis le canvas, ou quand je clique dessus, j'ai un menu qui apparaît sur le côté pour le faire. Lui donner quelques petits effets, modifier son contraste. Je vais la redire un petit peu. Je peux en rajouter d'autres, je peux mettre plein d'images. Je peux ajouter du texte aussi. Hop, je vais le mettre ici. Je fais un petit Devox. C'est cool. Hop, je change la typo. Voilà. Et comme c'est moche et j'ai aucun talent, ils ont pensé à insérer un mode aidé avec des gabarits qui permet, voilà, de donner un cadre pour les gens un peu plus lambda comme moi, qui ne savent pas trop styler leur coque de smartphone, pour obtenir quelque chose de rapidement assez riche. Je vous passe un peu en détail l'ensemble des techniques, enfin des features que cet outil possède. Il y en a beaucoup. Ça, c'est l'aspect visualisation 3D en temps réel, voilà, pour se donner une idée du produit. Et il y en a plein d'autres. Maintenant, on va essayer de voir comment on arrive à faire ça. Alors, quelques références, parce que c'est un produit qui existe depuis donc maintenant quelques années, qui tourne parmi les plus connus chez Nickelodeon, Universal, Fnac, Carrefour, Wonderbox et Kiwi. Ils ont leur propre intégration, ils ont leur propre expérience utilisateur. Carrefour et Fnac, ils ont poussé le truc jusqu'à les installer directement en magasin sur des bornes tactiles, à côté de Fab Lab où les produits sont produits directement sur place. Je ne sais pas si par ici il y a des Carrefour qui sont équipés, mais je crois qu'il y en a. Peut-être qu'il doit y avoir des Fnac également équipés de ces Fab Labs. Nickelodeon, c'est sur une application plus ludique, plus immersive sur mobile qu'ils ont intégré notre outil. Et chacun le fait à sa sauce, et ça va faire partie de nos problématiques, vous allez voir. Voici l'architecture, grosso modo. On retrouve donc notre serveur d'API qui est développé en .NET. Face à elle, on a donc nos 3 devices principaux, iOS, Android et Web, avec un client donc en JS HTML5, un autre qui tourne sur des apps en Java, et un autre qui tourne sur des apps en Swift ou Objective-C. Et on a également un serveur de rendu qui est finalement lui aussi un client de l'API, un client à peu près comme les autres, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous personnalisez une toile de 4 mètres par 3 à 300 dpi, c'est évidemment pas votre smartphone qui va calculer l'image finale pour l'envoyer à l'imprimeur. Ce serait un petit peu consommateur de batterie. Je pense que les gens ils apprécieraient pas trop. Du coup, ça se fait en asynchrone, et donc c'est un serveur de rendu qui tourne. Alors on ne le voit pas bien à droite, mais c'est en Node.js, qui tourne en Node.js et qui va générer ces grosses images. Alors la problématique qu'on a ici,
c'est comment conserver le même pipeline de rendu pour que les images qui soient produites et en provenance d'un écosystème assez différent que sont les mobiles ou le web, que ces images soient cohérentes avec ce qui a été personnalisé sur les devices en front. Ça, c'est une autre de nos problématiques à laquelle on a dû trouver une solution. En plus, dans des langages très différents. Si on rentre un petit peu plus en détail donc, sur la partie cliente, web, tout en bas, on va retrouver l'API. Alors Sakura, c'est le nom de code qu'ont donné les développeurs à l'outil. Sur cette API vont reposer le Sakura Editor et le Sakura Renderer, qui sont tous les deux en charge, et qui partagent d'ailleurs la même couche de rendu, la même base graphique, de toute la partie rendu et affichage. D'un côté, on a l'éditeur qui va apporter une couche supplémentaire d'interactivité, et le renderer, lui, va avoir une puissance de calcul supplémentaire et la capacité de générer des images en haute définition. Au-dessus de ça, on va avoir des IHM et des expériences utilisateurs qui vont tourner tout autour. Si on repense à la démo que je vous ai montrée tout à l'heure, ça va être la petite galerie d'images qui est au-dessus, ça va être l'aperçu 3D, ça va être le menu à gauche avec les boutons d'interactivité. Donc IDJS, c'est le JavaScript qui s'occupe d'afficher tout ça et qui embarque l'éditeur. Plume, c'est l'application pour Carrefour, Wonderbox à la sienne, etc. etc. D'autres, tous ceux qui veulent sortir de l'application par défaut, développent leur propre application, implémentent leur propre application autour de l'éditeur de Sakura. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'expérience utilisateur, comme proposer une expérience d'achat, on a l'outil qui est déjà pré-packagé sous forme de module pour les principaux CMS que sont PrestaShop, Magento et Symfony. Framework Symfony. Voilà, et maintenant si on rentre encore plus en détail sur le cœur de l'application, JS. Donc tout en bas, on repart de notre API.NET Sakura. En fait, au-dessus, on a un petit module JavaScript qui s'appelle Sakura.io, qui a la responsabilité de gérer tout ce qui est entrée et sortie. Ça va être donc les appels à l'API, ça va être également la lecture des images, là, par exemple sur mon file system, pour aller charger l'image de Wakfu que j'ai installée sur mon téléphone. Et il va être également en charge de transformer donc, les objets issus du modèle de l'API en objets utilisables par le reste de l'application, des autres applications. Parce que vous allez voir, tout est modulaire. On va retrouver donc le module Editor ou Renderer, donc qui pilote un canvas 2D. L'éditeur a une petite spécificité supplémentaire puisqu'on peut venir lui greffer des plugins, comme un aperçu 3D qu'on a vu. C'est un plugin qui a été développé en tierce. Il y a un client qui a développé un aperçu 2D, alors basé sur des images plus immersives. Typiquement, c'était une photo magnifique d'un salon avec une toile accrochée au mur pour que l'utilisateur se projette davantage sur l'installation de la toile qu'il est en train de personnaliser directement dans un salon. Du coup, on ne peut pas tourner autour comme j'ai fait avec la coque de smartphone, mais c'est un côté encore plus immersif que la coque de smartphone. On voit bien que c'est quand même de la 3D. Là, on restait sur de la photo dynamique. C'était un très très bon rendu. Et il y a d'autres types de plugins, des plugins de transformation, des plugins de contrainte, des plugins de fusion. Et ça, donc ça, c'est encore à part. Et le tout se retrouve piloté par un pool d'applications qui vont apporter l'expérience utilisateur des IHM, comme on a vu, la galerie, le menu, etc. etc. Donc l'application par défaut, c'est celle que je vous ai montrée. On a une autre IHM dédiée à la personnalisation de livres photos qui s'appelle Photobook, parce que la façon de personnaliser un livre photo n'a absolument rien à voir avec celle de personnaliser une coque de smartphone. Donc là, il a fallu passer par une interface dédiée. Et puis, on va retrouver les applications de Carrefour, on va retrouver les applications de Wonderbox et de Kiwi. Et au-dessus de tout ça, on a un petit JS qui s'appelle id.js, qui est en fait le seul dont on a besoin pour intégrer l'ensemble de la solution dans une petite balise script qui va se charger de récupérer, avec quelques paramètres, les bonnes dépendances, les bons modules, charger la bonne configuration et afficher l'outil de personnalisation correspondant à ce qui a été demandé. Ouf, c'est une belle application. Alors, comment on fait ça? Donc c'est une bonne question, donc on s'est posé la question. On avait deux écoles. La première, c'était de le faire en JS pur, en utilisant des librairies tierces qui allaient faire un boulot très spécifique, mais au moins dont on était sûr de ce dont il allait faire. C'est cette première approche qui nous a intéressés.
mais on s'est heurté à la structure même du langage JavaScript, qu'on a trouvé, et je ne veux pas troller, mais qu'on a trouvé un peu archaïque, qu'on a trouvé un peu léger, un peu trop dynamique, trop permissif. Le fait de pouvoir balancer en prod un appel à une fonction qui n'existe pas et de le voir que ça pète qu'au runtime, bon, c'était un petit peu embarrassant. Et puis, donc on a gardé ça de côté. Et puis il y avait l'autre solution, puisque du coup, en fait, c'est un problème connu. Il y a de nombreux frameworks qui sont très puissants, qui existent autour de JavaScript, qui ont cherché justement à pallier ces problèmes-là. Mais là, on était sur quelque chose quand même d'assez spécifique. On ne pouvait pas trouver un framework qui allait répondre exactement à nos besoins. Et du coup, on avait peur de s'embarrasser de quelque chose qui allait rajouter de la lourdeur, qui allait complexifier l'application, puisque dès qu'on allait vouloir sortir des clous, ça allait devenir très compliqué. Il faut savoir qu'un framework, quand on lui demande de faire autre chose que ce dont il a été pensé pour, c'est vite une source de douleur pas possible. Et donc, on a éliminé cette possibilité-là. Il faut savoir qu'on n'a rien contre les frameworks chez Happy Technologies. On les utilise de temps en temps. Beaucoup, d'ailleurs Symfony c'en est un. Côté front, on utilise du Angular, ça ne nous pose pas de problème. Mais quand ça répond à une problématique. Là, en l'occurrence, ça ne matchait pas. De la même façon, c'est vrai qu'il y en a qui pensent le contraire, qui disent que ouais, c'est super avec un framework, moi je peux développer toutes sortes d'applications. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, en tout cas, pas sans souffrir énormément, parce qu'on va toujours tomber sur des cas de figure qui sont très compliqués à gérer. Et donc croire qu'il peut répondre à toutes les problématiques est une folie. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un avantage sympa à utiliser un framework, c'est qu'il apporte un cadre dans le développement. Et bon, alors, quand on est une équipe un peu plus junior, c'est bien d'avoir un cadre qui est imposé, ou quand on a une trajectoire bien fixe, bien figée de ses développements, c'est sympa de savoir que tout le monde va aller dans le même sens. Bon, il se trouve que là, on avait monté une équipe de personnes assez barbues qui avaient architecturé des applications déjà depuis pas mal de temps. Et donc, on s'est dit, bon, on n'avait pas forcément besoin d'un cadre, ça allait plutôt nous freiner qu'autre chose. Autre chose, donc on a parlé de JavaScript juste avant, qui compile pas, qui s'exécute au runtime. Et pourtant, voilà, nous, on aime bien les compilateurs. On aime bien les compilateurs parce qu'ils font des choses super sympas. Ils se permettent de faire des optimisations à notre place sur notre code, notamment quand on fait de l'e-learning, par exemple. Certains compilateurs ont même un DCE pour éliminer le code mort, même des fonctions, des bouts de code qui ne fonctionnent plus. Il peut même s'occuper de la minification, ce qui est pas mal. Et surtout, il va s'occuper de contrôler la syntaxe et les types. Parce que quand en JS, on déclare une variable et qu'on lui met un booléen, qu'à la ligne d'après, on lui met un string, qu'à la ligne suivante, on lui met un int, ça ne lui pose aucun problème de principe. Moi, ça m'embête un peu, nous, ça nous embête un peu. Et donc, on aime bien les langages un peu plus structurés, le contrôleur qui va dire hey, « Coco, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, arrête tout de suite. » Parce que, alors, effectivement, après, il y en a qui me disent « Ouais, mais tu sais, ça, tu peux le tester. Tu peux faire des tests unitaires qui vont vérifier que les objets que tu passes à tes fonctions sont du bon type. » C'est vrai, mais si je peux éviter de les écrire, c'est mieux. Parce que le compilateur, tout ce qu'il fait, c'est autant de code en moins à écrire, et moins j'écris de code, plus je peux me concentrer sur l'application, sur le code métier, et moins ça va être cher, et mon client sera au final beaucoup plus content. Et il y a d'autres trucs sympas, le Static Analyzer et la génération du diagramme UML. Pour ceux qui aiment bien le Domain Driven Design, c'est quand même super cool d'avoir un diagramme automatiquement généré quand on écrit son code. Et alors, du coup, on s'est penché sur les alternatives qui existent au JavaScript, et il y en a énormément. Il y en a plus de 100, en fait. J'en ai mis quelques-uns, là, j'en ai mis 9 parmi les plus connus, ou parmi ceux qu'on a, en tout cas ceux qu'on a testés, ceux qu'on a benchés. Mais en fait, il y en a plus de 100. Alors, du coup, ça nous a réconforté quand même dans l'idée de se dire, tiens, est-ce qu'on se trompe? Est-ce que c'est une erreur de se dire, essayer de se passer de JavaScript, pourquoi? Est-ce qu'on c'est le mal? Je ne sais pas trop. Il y en a qui adorent ça. Nous, on n'aime pas. Est-ce qu'on est des gens normaux? Et en fait, apparemment, oui, hein, parce que plein de gens ont cherché des solutions et ils en ont tous proposé énormément. On voit CoffeeScript, par exemple, qui est, je crois, l'une des plus anciennes, en tout cas à ma connaissance,
On en retrouve d'autres, il y a Dart de chez Google, on va retrouver TypeScript, qui a été poussé initialement par Microsoft. Donc même les plus grands ici s'y ont essayés, et sans doute qu'ils devaient avoir de bonnes raisons, peut-être les mêmes que les nôtres. Alors du coup, on parle d'une application qui date d'il y a 3 ans. Donc on a testé d'autres langages pour savoir lequel on allait adopter. Alors Dart, on a regardé, le langage est pas mal, assez sympa. En plus, on peut exporter pour une autre machine virtuelle qui tourne aussi côté serveur. On s'est dit, ah, tiens, ça peut être intéressant. Par contre, au moment où on l'a testé, le compilateur était affreusement lent. Le poids de l'export JavaScript, pour vous dire, on était sur un même code, hein, presque un Hello World. On était sur un JS de 700K minifié, quand dans les autres, on était sur un JS de 8 kg non minifié. On s'est dit qu'il y avait peut-être un truc qui n'allait pas. Les performances du JS généré étaient désastreuses. Et en plus, on ne pouvait pas virer le DCE. Alors, quand on écrit une API, c'est un peu emmerdant. Parce que le DCE, du coup, il se dit « Ah, c'est bien, toutes tes fonctions là, exposées dans ton API, elles ne sont pas utilisées. » Ah, ben je les vire. Donc, moyen. TypeScript, super intéressant. Un surensemble de JavaScript. Le code généré, le JS transpilé est parfaitement lisible. Une grosse communauté derrière. Ça évolue rapidement. Mais c'était il y a 3 ans, et sur le site même de TypeScript, il y avait marqué « à utiliser à vos risques et périls ». C'était encore en version bêta. Difficile de partir en prod avec un truc comme ça. Le compilateur était lent, et le système des modules était un peu déroutant. Nous, on s'attendait à avoir un système à base de package à la Java, et bon, pas super séduit par ça. Mais sinon, très bonne surprise. CoffeeScript, c'était le chant du cygne, hein. Grosse communauté, très simple, très bon support des IDE, mais voilà, en termes de features, pas top. On sentait que c'était un peu en fin de vie, et c'est très Python et Ruby style. J'ai rien contre Python et Ruby, mais bon, c'est une autre école. Voilà. Donc pas super emballé par CoffeeScript. Du coup, nous, on a choisi Axe. Alors Axe, déjà, quand vous regardez, on dirait du Java. Ah, c'est vachement bien. Déjà, rien que ça, ça nous a fait tout bizarre. C'est tout chose après. Ah, on dirait du Java ou du C#. Ouais, non, très bien. Ah, ouais. Et alors, on regarde un peu, le truc existe depuis 10 ans. Donc c'est quand même mature, c'est quand même robuste. En fait, ça vient du monde du jeu vidéo. C'est open source, il y a une fondation derrière. Waouh, tiens, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Et alors là, waouh, on a découvert un putain de langage. Un langage qui tient la comparaison à du Java 8 ou du C# 7. On retrouve de la programmation orientée objet, on retrouve du typage statique, strict, mais il est également dynamique, comme JavaScript, et en plus, il est fonctionnel comme Scala. Ouh. Il gère des packages, des modules, il y a des generics, des abstracts, il gère l'inférence de type, tout ce qui est héritage, interface, polymorphisme, tout ça c'est géré, il y a des enums, des exceptions, il y a des enums. Non, je dis ça, mais j'étais ravi. Hein. Il y a même des métadatas. Enfin, voilà, ça en fait un langage très, très puissant. On dit, chouette, on continue. Alors, Axe, non seulement il transpile en JavaScript, mais en plus, il transpile en PHP, Java, C#, C++, Python, Flash et Lua. Waouh! Bon, alors, on trouvait ça cool que Dart, il pouvait exporter vers la Dart VM, mais alors là, là c'est le cran au-dessus. Là, on n'a que l'embarras du choix. Alors, on parle bien de transpiler, alors on ne parle pas de cross-platform. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir un code unique qui va tourner dans toutes ces targets. Si j'écris en Axe, que je vais instancier un canvas que je vais mettre dans mon DOM, évidemment, en PHP, ça ne va pas marcher. Il n'y a pas de DOM, il n'y a pas de canvas, ça n'existe pas. Non, c'est juste un langage à la place d'un autre. Mais ça ouvre quand même pas mal de perspectives. On a découvert aussi que ça allait améliorer pas mal de points dans notre application, notamment tout ce qui était entropie, maintenabilité et robustesse, et qu'il y avait quand même cette perspective de cross-platform. Alors, je viens de vous dire que Axe, ça ne permettait pas comme ça d'en faire, mais il y a des frameworks qui se sont construits par-dessus Axe qui proposent, à partir d'une API unique, de faire du cross-platform. Par exemple, il y a OpenFL. OpenFL, il se propose donc de cross-compiler en natif, donc pour le web, mais en natif aussi, 32 bits, 64 bits, Mac, Windows, Linux. Il va exporter sur Android, iOS,
il va exporter en natif pour le PlayStation 3, 4, la Wii, la Xbox One. Voilà, ça vient du monde du jeu vidéo, donc c'est essentiellement aussi pour ça qu'il y a toutes ces targets, mais c'est quand même super intéressant. Et il y a WebAssembly. Alors WebAssembly, j'imagine que vous en avez tous entendu parler. Oui. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, WebAssembly, c'est le bytecode, le futur bytecode du JavaScript. Ça va être le format binaire du JavaScript qui va s'exécuter dans la machine virtuelle qui exécute aujourd'hui le JS. Quand on sait comment fonctionnent les compilateurs, on sait à quel point ils apprécient les langages qui sont strictement typés. Eh bien, WebAssembly est la prochaine target qui va être intégrée à Axe. On est d'ores et déjà sûr que nos développements qu'on a engagés en Axe, on va pouvoir les exporter en WebAssembly avec des performances qui seront meilleures que celles qu'on aurait obtenues en partant de JS pur, parce que le compilateur il va apprécier le fait qu'on ait typé nos variables et que derrière le bytecode sera encore plus optimisé. Et évidemment, il y a ce côté développement d'applications isomorphiques. Le fait d'avoir un langage unique, en front et en back, par exemple, quelle que soit la target, on peut avoir du JS et du PHP, aucun problème, on peut développer des applications isomorphiques avec. On l'a fait et c'est super agréable. La partie transformation, modèle de données, on n'est plus obligé de modifier à chaque fois pour les 2 plateformes ou pour les 3 plateformes, ça dépend. Là, on modifie une fois nos value objects et puis ils sont modifiés côté front et côté back. C'est bien. Mais il n'y a pas que ça. En plus, on a découvert que les performances du compilateur, je vous dis que le compilateur, il pouvait faire des trucs super cool, mais il fait des trucs vraiment super cool. Ça, ce sont les performances d'un algorithme d'un codec vidéo. Alors, je ne sais plus lequel, d'un codec vidéo, un décodeur vidéo. La version native, en C++, est la plus rapide. On est à du 34 millisecondes. En Flash, on tournait à peu près vers les 60 millisecondes. En ASMJS, donc en ASMJS, c'est la version, on va dire, c'est ce qui est précurseur à WebAssembly. En ASMJS, bon, à part pour IE, où lui, il ne le supportait pas du tout, c'était une catastrophe, on tourne autour de 53, et dans Firefox, qui le supportait bien, on est à 43 millisecondes. C'est bien. En JS from Axe, donc c'est la version transtypée, on a des performances qui sont comparables à celles qui viennent de Emscripten, c'est-à-dire donc du C++ via Emscripten pour ASMJS. Alors que là, on parle du JS pur, on n'est pas passé par du C++, on n'est pas passé par du Emscripten, on n'est pas passé par de l'ASM. Il a tellement fait d'optimisation qu'on a des performances qui sont comparables à de l'ASMJS. Ouh, chouette. Et du coup, après, on a comparé aussi le JS from Dart. Et effectivement, ça nous a conforté dans l'idée que c'était pas bon. Non, non, Dart est lent. Et le JS qu'il génère, il est lent aussi. Et alors, le top du top, c'est les macros. Les macros, dans Axe, c'est le seul langage que je connais qui est ça, pas les poissons, hein, les macros. C'est la capacité qu'on a à aller programmer directement le comportement du compilateur depuis notre code. Alors, dit comme ça, ça fait peur, mais nous, pour vous dire ce qu'on a fait, par exemple, on a été pas mal inspiré par ce qu'il y avait dans AngularJS. Dans AngularJS avec les custom directives. Le fait d'avoir son code d'un côté, pour ses vues par exemple, et pour ses contrôleurs, et d'avoir les vues en HTML dans des petits fichiers HTML associés à ces fichiers. Sauf que ça se passe côté runtime, c'est Angular qui va aller charger les petits HTML, les injecter après dans le DOM, faire le data binding, etc. Bien, nous, ce qu'on a fait, on s'est inspiré de ça. On a dit, ouais, très bien, on va faire nos petits JavaScript aussi, à côté de nos contrôleurs. On a créé une classe qui s'appelle HTML Component, qui a une macro qui va aller parser le HTML, déjà faire des vérifications à la compilation, le transformer et l'injecter, préparer le JavaScript, et hop, on n'a plus qu'à le pousser en prod. On s'est économisé tout plein d'étapes qui ont lieu au runtime. On a une application qui est plus rapide, qui est plus réactive, et en plus, on s'offre le luxe de faire de la vérification à la compilation grâce aux macros. Il y a plein de choses extraordinaires qu'on peut faire avec les macros. C'est extrêmement puissant. Et alors, voilà, pour discuter avec le reste du monde, on n'est pas obligé de faire du Axe partout où on peut travailler avec n'importe quelle librairie JavaScript, avec ce qu'on appelle les external interfaces, les externs. En fait, c'est tout simple. C'est juste écrire un contrat d'interface
pour une librairie JavaScript quelconque. Là, en l'occurrence, nous, on a utilisé Create.js pour la partie dessin sur le canvas. Et donc, ça, c'est l'externe de MovieClip. Donc, en plus, on a une classe MovieClip qui étend, on a de l'héritage dedans. C'est super bien fait. Et on a la force du truc, c'est qu'on se retrouve dans notre application à manipuler donc une librairie JavaScript. Les méthodes sont imposées par le contrat d'interface, donc on ne peut pas utiliser des méthodes qui n'existent pas. On ne peut pas utiliser des méthodes en faisant des fautes d'orthographe dedans, puisque là, le compilateur va nous dire non, désolé, plays sur MovieClip, ça n'existe pas. Et en plus, on est obligé de lui passer un booléen à ActionEnable, on est obligé de lui en passer un autre à AutoReset, on ne peut pas lui passer une string. Tout ça, c'est imposé par le contrat d'interface, donc par les externes qu'on va définir. Alors TypeScript, ils font la même chose, hein. C'est le même principe. C'est un autre avantage d'utiliser Axe, ce côté super typé, c'est qu'en plus, on va se retrouver à travailler avec des librairies de façon encore plus sécurisée que si on l'avait fait en JS pur. Voilà pour la partie un peu langage. Le code Axe en lui-même est très bien supporté par la plupart des IDE. Moi, j'utilise IntelliJ, une bonne partie de l'équipe utilise IntelliJ. D'autres sont sous VS Code. On en a 2 qui sont sur Sublime, ils sont très contents, ça marche très bien. Les plugins sont maintenus et existent depuis pas mal de temps. Ça a été l'un des premiers développés pour VS Code. Et donc, si on va encore plus loin, on a mis en place l'intégration continue avec Jenkins sans aucun problème. On a en Task Runner utilisé Grunt, Maven ou Ant. On a commencé avec Ant, on est passé sur Grunt là il n'y a pas très longtemps. Aucun problème. Et pour tout ce qui est débugage, on parle du web uniquement, le source mapping, tout ça, on utilise Chrome. Chrome, il fait ça très bien. Le source mapping nous fait le mapping entre le code généré et le code source. Et tout ce qui est profiling et débugage, ça marche déjà très bien avec Chrome. Voilà. En conclusion, on s'est retrouvé avec une application riche, robuste et parfaitement maintenable. On prend plaisir à travailler avec cette technologie. On prend plaisir à travailler sur ce projet. Et on est vraiment libre de coder ce qu'on a envie de coder. On n'est pas contraint par un framework ou contraint par des caractéristiques d'un langage qui seraient un petit peu trop limitées. Mais attention, hein, je veux bien insister là-dessus, moi je ne fais pas de pub pour Axe, pas du tout, je vous parle de cette technologie qui a répondu donc à une problématique à un moment donné. On bouffe de la technologie chez Happy, je vous l'ai dit, on fait de tout. Voilà, on ne fait pas du Axe à toutes les sauces, ce n'est pas l'idée. Notre philosophie, elle est là, on fait du Axe quand c'est pertinent. Et là, c'était parfaitement pertinent, on est vraiment ravis de l'avoir fait. Voilà, merci beaucoup. Je vois qu'il reste 2 minutes, donc je peux répondre à quelques questions. Oui. Ce n'est pas une problématique précise, c'est un ensemble de problématiques. C'est un contexte vraiment riche, hein, on l'a vu, c'est quand même très particulier ce cas-là. Mais c'est vrai que Axe, on l'utilise également dans d'autres projets, dans d'autres solutions, mais pas tout le temps. Des fois, on le fait en JS pur, en Vanilla.js. Certains, on les a fait en TypeScript. Mais on le fait pas tout le temps. Par exemple, sur mobile, on fait beaucoup de développement natif. Là, on l'a utilisé qu'une fois parce qu'on avait besoin de partager, de maintenir un base code unique sur un ensemble de plateformes qui était très hétérogène. Donc, ça répondait pile poil à notre problématique. Eh bien, alors, c'est parce que derrière Axe, il n'y a pas Mozilla ou Microsoft ou Google. C'est une technologie qui a été faite par des développeurs comme vous et moi depuis des années. Et il n'y a pas de promo qui est organisée, il n'y a pas de... Donc ça reste assez confidentiel. Et c'est vrai que les grands groupes, les SS2I, elles aiment bien savoir que derrière, il y a des puissants qui font ça, quoi. Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup de taf. Je ne sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y a peut-être 10 000 personnes. Ouais, mais c'est faisable, hein. La preuve. Oui. Est-ce que le côté isomorphique est comparable
je ne saurais pas dire. Je n'ai pas pratiqué Meteor. Mais si... D'ailleurs, il y a Meteor HX qui existe. Je sais qu'il y a mais c'est un framework, Meteor. Ouais. Et là, on ne parle pas de framework, là, on parle juste d'un langage. Tu parlais d'isomorphisme. Oui. C'est quand même une des bases, un des arguments de Meteor. C'est justement ce côté gestion de persistance et synchronisation intelligente entre le client et le serveur. Alors, c'est quand même la base de l'isomorphisme aussi. Ouais, mais justement, moi, avec Axe, je n'ai pas eu besoin de chercher une autre solution pour en faire, de l'isomorphisme. Et du coup, c'est vrai que je ne me suis pas penché sur ce que faisait Meteor.js. Mais d'ailleurs, je ne sais pas non plus ce que propose Meteor HX. Non, mais en fait, on pourrait, si la communauté Axe prend une certaine aura, une certaine puissance, un rapprochement entre Meteor et Axe pourrait être potentiellement possible. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Parfait.